Bonjour Sébastien, est-ce que tu Bonjour m'entends? Guillaume, je Bon, t'entends. bon, super. Bon, c'était un peu chaotique la préparation de ce live parce qu'on a un petit souci d'accès Internet au bureau. J'espère Sébastien qu'on va pouvoir t'entendre correctement. Bon, normalement ça a J'espère l'air aussi. d'aller, hein. Voilà, sur les répètes ça a bien fonctionné. Donc écoute, on va voir. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce live sur justement le management du risque aux achats. Et je peux vous assurer que vous allez voir des choses assez intéressantes puisqu'on va avoir une approche vraiment globale à 360 degrés de la gestion du risque. Mais on va carrément mettre en place démontrer en direct comment utiliser l'IA pour venir renforcer notre qualité d'analyse du risque, venir enrichir les paramètres qu'on prend en compte pour tout simplement mieux manager le risque et finalement apporter une des clés de notre obligation de résultat quand on est acheteur. Alors on va voir si tout le monde est là. Ah, hola, ¿qué tal? Salut Marilyn, bienvenue. Dites-nous bonjour là dans les commentaires qu'on sache que vous êtes bien là. C'est top. Dites-nous où est-ce que vous êtes aussi en ce moment. C'est toujours intéressant de voir si on a toujours des personnes qui sont basées à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai que quand on fait des lives à 11 heures, ça fait un peu tôt au Canada. On s'est rendu compte que on a beaucoup de gens qui ont des gros décalages horaires qui nous regardent en replay. Donc voilà, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. On s'assure que ça fonctionne. Marilyn, tu nous vois bien? Je vais vérifier. Ça a l'air d'être Je bon vais hein, quand vérifier. même, hein. Si on a Ça un a l'air d'être commentaire de bon. Marilyn, je pense que Je vais regarder. Attends, ouais. qu'on se retrouve pas. Alors, tuc, tuc, tuc. Soit. Voyons voir si nous sommes en ligne. Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Ça arrive en fait. Les commentaires arrivent. Parfait, super. Salut Christophe. Ah, ça fait plaisir de te revoir Christophe. On espère que tu vas bien. Bonjour Philippe, ça y est, tout le monde arrive. Bonjour Muriel. Bon, c'est top. On démarre Sébastien? Comme ça on essaie d'être à peu près dans le timing. Continuez à nous faire un petit coucou là quand vous arrivez, à nous dire où Oui, est-ce que vous êtes situé en France ou à l'international. Avignon, pas mal. Salut Geoffroy, salut Jean-Christophe. Ça ne fonctionne pas, ça coupe tout le temps. Suis-je la seule? Ah, bonjour Nadège. alors moi j'ai des coupures aussi, mais le problème c'est que je pensais que ça venait de moi, donc potentiellement oui. Ah ouais? Ah merde. Mais Dites-nous ça coupe un peu, si... mais moi je sais que j'ai une très mauvaise connexion, donc je sais pas si c'est de mon côté ou. Bon, écoutez, on va avancer. Vous nous dites si c'est insupportable. De toute façon, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de solutions actuellement. Pour le coup, hélas, voilà, je teste une nouvelle fonctionnalité. Je viens de voir là les commentaires sur scène. Ça, c'est rigolo. On va voir comment ça remonte. Bon, on démarre Sébastien parce que là, on a quand même un sacré sujet. Alors, je projette la présentation. Salut Anaïs. Ah ben ouais, regarde, ça apparaît sur le côté commentaire. Sympa. Pas de coupure Ah, c'est pas ici. mal. Super. Ah ouais, c'est cool. Ah, dis donc, ouais. Génial. Bon, nous envoyez pas des bananes du coup en commentaire parce que ça s'affiche directement. Alors, c'est parti. Là, ça va mieux, Marine. Super. Bon, alors, la gestion du risque aux achats. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va vraiment comprendre la mécanique du risque. Déjà, où est-ce qu'il est, c'est quoi le risque, la mécanique pour l'étudier et ensuite la mécanique pour l'optimiser. Et on va rajouter là-dedans tous les nouveaux outils qui sont à votre disposition pour finalement, sans forcément être un expert du management du risque, réussir à avoir des analyses de très haut niveau en un temps record en fait. Ce qui va vous permettre vraiment de renforcer cette partie-là qui est très très prenante dans le métier d'acheteur. Alors, on va commencer par un petit tour de table. C'est quoi le risque aux achats? On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu que voilà, comme il y a toujours des petits décalages, nickel, super. Sébastien, c'est quoi selon toi le risque aux achats? Qu'est-ce que tu mettrais dans le risque toi, en attendant qu'il y ait des commentaires? Bah, ça dépend un petit peu de notre niveau de maturité. Ça c'est ce qu'on va voir derrière, mais aujourd'hui effectivement, si tu veux me donner une piste, la dépendance fournisseur par exemple. Ouais. J'avais commencé à décrire donc. Mais voilà, et puis les problématiques de rupture d'approvisionnement, tiens.
Ouais, tout à fait. On va perdre nos livraisons. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous voyez le risque, vous, aujourd'hui. Paris, top. C'est pas mal, là, cette remontée de commentaires. On attend vos commentaires. Il y a toujours un petit décalage. Allez-y. Dites-nous. Tu peux continuer, Sébastien. Interrogation sur le risque. Bon. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut avoir des problématiques aujourd'hui de concurrence avec notre marché fournisseur. Donc la dépendance fournisseur, finalement, on peut le voir de plusieurs façons différentes. Là, le risque de concurrence, on peut avoir effectivement un marché fournisseur qui devient un peu saturé de clients et effectivement, t'as un cas en tête. Ah ouais, j'ai un cas en tête qui est solide. Bon, évidemment, ça arrive maintenant. Alors, santé financière. On en parlera après. Je me le suis noté pour en parler vite fait. Santé financière. Tu les vois apparaître, toi, Seb, les commentaires sur le côté? Dis-moi. Oui, mais c'est pas forcément le plus évident. Donc je vais retourner sur l'ancien système, c'est mieux. C'est pas fort? D'accord. Euh, Ça coupe. Les problèmes de qualité. Mhm. Je sais pas si t'as entendu. Vas-y. Oui. Problématique de transport. On va aller sur la problématique vraiment opérationnelle. Donc, c'est quoi? C'est le pré-acheminement, j'imagine. Enfin, l'acheminement, quoi. Bon, ouais, c'est Donc, l'approvisionnement et c'est l'arrivée des ouais, marchandises que l'on. ouais. Ça va être le conditionnement et Ouais, ouais. les flux. Ok. Donc on va voir les problèmes de capacité fournisseur. Ouais. Donc on va avoir moi je pourrais rajouter capacité et capacité entre ce qu'ils sont capables de faire en volume et ce qu'ils sont capables de faire réellement en termes de technique. On a des risques RSE. Hop, risque RSE. Beaucoup de problèmes techniques aussi, dépendance technologique. Ouais, je note un. Euh, Obsolescence. ouais. C'est là qu'on voit que j'écris comme un enfant de 5 ans. Je sais plus comment écrire obsolescence. Ça doit être ça, non? Putain, dis donc, dire que j'écris des livres, c'est quand même. Bref. SC. Absence de contrat. Absence de contrat. Ouais, très très important. Ensuite, c'est pas mal déjà. Je crois Risque qu'on avait un contrat. point Oui, aussi risque. sur des problématiques d'interlocuteurs et de communication. Ouais. On va avoir un manque de suivi, un changement d'interlocuteur trop récurrent. Ouais, tout à fait. Ce qui est jamais très bon signe. Hein. J'ai l'origine du fournisseur dans un pays dit à risque. Ouais. Donc ce qu'on appelle le risque géopolitique, qui est on ne peut plus d'actualité. Bah, c'est pas mal quand même. Je trouve qu'on a fait un bon, on a fait un bon tour. Continuez à nous donner des clés, on reviendra dessus. Alors je me suis noté le cas. Ouais, dis-moi. On a deux derniers points, c'est le manque d'innovation. Et ouais. Fournisseur, donc le fournisseur effectivement qui n'optimise pas en continu Mm. sa C'est un vrai production. risque. Hein. Mm. Ouais, l'incapacité à suivre la politique de recherche et développement de notre recherche et développement, mais oui, effectivement, ça c'est une vraie problématique avec surtout un fournisseur qui nous dit qu'il est capable, mais qui finalement n'est pas en Mm. mesure de. Bon, je raconte une très rapide La anecdote. fluctuation des matières premières. Ouais, bien sûr. On a pas mal de choses
qui Tu arrive. veux pas que je la raconte? Tu veux pas que je la raconte, mon anecdote? Tu es sûr? Tu es Vas-y, sûr de vas-y, ton coup? essaye. Non, j'y arriverai pas. Allez, je Ah raconte mince, rapidement je voulais. le cas, le cas AMCO. Je parle du cas AMCO rapidement, mais c'est quand même sympa. Il y a, parce que certains connaissent le cas CAPCO, qui est en fait l'exercice de à partir de la Green Belt, qui est un exercice stratégique où vous êtes dans une vraie mission qu'on a menée, où on vous remet en immersion. C'est un cas de 35 heures. Vous arrivez, vous avez des bases de données pourries, vous devez en faire des tableaux de bord, structurer une stratégie, nous la présenter. Enfin, c'est un cas mythique. Hein, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui l'ont passé quand même aujourd'hui. Et dans la réalité, donc c'est-à-dire dans la vraie mission que j'ai menée il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il faut savoir que la matière principale utilisée, donc on parle d'un fabricant de capsules de surbouchage pour le vin, hein, des petites capsules, voilà. La matière principale, c'est le complexe aluminium, donc c'est un mélange d'aluminium et de plastique. Et en fait, le fournisseur unique, on est sur un niveau 1 de maturité, hein, quand je suis arrivé, le fournisseur unique sur cette matière-là, c'était également le leader français de la vente de capsules de surbouchage dans le vin, en fait. En fait, leur fournisseur principal était leur plus gros concurrent. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu le risque de concurrence avec le marché fournisseur. Je trouvais ça assez. Voilà. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah bah ouais, tu m'étonnes qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Il y a Saint-Pain-2, on n'a pas parlé des risques RSE, si un petit peu, rapidement, ouais. Merci Marina. Bon, c'est cool. L'intégrer. Ouais. Alors, c'est quoi le risque? Et commencez à me dire aussi comment vous gérez le risque. On va commencer à avancer un petit peu parce que le temps passe vite, il est déjà 12. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet au niveau du management du risque. Donc en fait, il y a une passerelle immédiate entre le management du risque et le niveau de maturité. On se rend compte qu'aujourd'hui, une entreprise de niveau 1 de maturité, en fait, elle ne gère pas du tout son risque. Hein, on a une vision quotidienne, des ruptures fréquentes. En gros, on n'a plus rien en stock, vite, il faut passer une commande en urgence. Voilà, c'est le classique du niveau 1 de maturité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu des entreprises de ce niveau-là de maturité. Dites-le nous dans les commentaires, c'est un grand classique. Moi-même, j'ai démarré ma carrière il y a maintenant une petite vingtaine d'années. J'ai démarré ma carrière dans une entreprise de niveau 1 de maturité que j'ai d'ailleurs amené sur une équivalence de l'époque à un niveau 5 avec les conséquences qu'on va voir positives sur le management du risque. En niveau 2, ben, j'ai organisé mes commandes à l'avance avec le fournisseur. Souvent, je planifie sur plusieurs mois, parfois même sur un an, hein, mes commandes. Et ça me permet de faire en sorte que le fournisseur a le temps de produire, de me livrer, etc. Alors, on parlait des risques de transport. Eh ben, si on n'a pas un stock de sécurité suffisant et qu'il y a un problème sur l'acheminement de la marchandise, ou si le fournisseur décide d'arrêter le modèle parce qu'il y a une obsolescence ou tout ce qu'on vient de voir, eh ben, s'il me livre pas à temps, je suis dans la panade. En réalité, je gère pas vraiment mon risque, je m'organise en fait. Hein. À ce niveau-là, niveau 2, on organise ses commandes, on ne manage pas son risque. Il y a une frontière immédiate à voir entre je ne manage pas mon risque, niveau 1 et 2, et je manage mon risque, niveau 3, 4, 5. Et donc, c'est à partir du niveau 3, c'est d'ailleurs à partir de ce niveau-là où on fait des achats. Hein. En dessous, on ne fait pas des achats, on fait des approvisionnements. Hein. Négocier avec ses fournisseurs et planifier ses besoins, c'est pas faire des achats. Faire des achats, c'est vraiment avoir cette approche. On va manager la performance économique par les leviers commerciaux, appel d'offres, massification, contrat pluriannuel, etc. Et on va manager le risque. Voilà. Typiquement, au niveau 3 de maturité, on va mettre en place, à l'issue des appels d'offres, des sources secondaires qu'on appelle des bisources. Ça peut être des trisources qui sont actives. Ça veut dire que c'est pas parce que je sais que j'ai un fournisseur qui pourrait remplacer un fournisseur en place que le moment où je vais en avoir besoin, il va être là. Il faut vraiment que, pour ceux qui connaissent le sifflet plus veilleux, c'est quelque chose qu'on partage avec vous, hein, ces mécaniques-là. Et en gros, c'est d'avoir un fournisseur qui fait entre 20 et 30% et un fournisseur qui fait entre 70 et 80. Et s'il y en a un qui est défaillant, l'autre est capable de remplacer. Voilà, et on va jouer comme ça, on va manager notre risque comme ça. Et un autre élément qui est très très efficace pour manager risque, c'est évidemment les contrats pluriannuels. Si vous vous engagez sur plusieurs années avec un fournisseur, au moment où ça va, il va y avoir un souci, vous allez être prioritaire parce que vous vous engagez sur du long terme. Plus vous engagez à long terme avec un fournisseur, plus en général vous êtes prioritaire quand il y a des gros pépins. Voilà. Donc multisource et contrat pluriannuel, en général, c'est les principaux moteurs du management du risque du premier niveau. On est vraiment sur du niveau basique de gestion du risque. C'est les bases du métier, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Seb, tu veux dire quelque chose? Marilyn, elle connaît le cas Ça Capco. coupe, ça coupe énormément. Hein. Je suis désolé, mais de mon côté, j'ai beaucoup Ah, de coupures.
Bon, bah écoute, tu souris et puis tu t'attends que ça passe, quoi. C'est un peu chiant. C'est un peu compliqué. Ouais, ça marche. Du coup, effectivement, au niveau 3, on est vraiment sur les bases de la gestion du risque. Et puis quand on va passer sur le niveau 4, c'est là où on va vraiment manager le risque à l'échelle de ce que vous avez remonté, hein, RSE, innovation, R&D, tout est dedans. Et donc là, on va manager le risque à 360 degrés dans la stratégie. Donc on va remonter, hein, là, vous voyez, on est dans les projets. Hein, à l'issue d'un appel d'offres, on sélectionne 2 fournisseurs, on met en place un contrat pluriannuel. C'est des leviers de management du risque. Là, on est vraiment, dès la stratégie, on va identifier le risque. Et ensuite, on va l'intégrer dans notre plan d'action de projet et on va activer des leviers de management du risque, dont, effectivement, les contrats pluriannuels, les bisources, etc. Pour avoir une vision beaucoup plus élargie du risque, géopolitique, RSE, etc., pour entrer là-dedans. Et niveau 5 de maturité, ben, très basiquement, ça fait des années que je gère mon risque à 360 degrés et que je l'optimise au maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis rentré chez Bioplanète, c'était en 2007, j'étais vraiment au niveau 1 de maturité. Je passais mon temps à gérer des urgences, je ne vais pas tout vous raconter. Mais au fur et à mesure des années, hein, j'ai consolidé, c'est de là que viennent les premières briques de la pyramide, hein, qui est issue d'une quarantaine de missions de consulting qu'on a pu mener chez SWOT. Mais les premières briques de la pyramide de maturité, elles se sont faites naturellement. J'ai commencé à structurer mes appros pour avoir de la visibilité. J'ai commencé à activer des leviers commerciaux et puis à manager mon risque niveau 3. Puis j'ai commencé à avoir une vision plus transversale, plus de 360 du risque. Et pour faire simple, une donnée qui est quand même sympa, pendant plus de 10 ans, on n'a pas eu une seule rupture euh, dans les packaging chez Bioplanète. Ça donne un ordre d'idée de la puissance qu'on peut avoir quand on manage efficacement son risque. Voilà, donc il y a vraiment des enjeux très importants à manager son risque. Donc, en dessous du niveau Mais il n'y a 3, pas eu de rupture. on... Il n'y a pas eu de non, rupture, il n'y a pas eu de dépenses excessives de surstock. Parce non, que, non. évidemment, quand on veut pallier aux ruptures, des fois, on va commander des wagons pour être tranquille. Et puis, bah, finalement, le wagon, il coûte que beaucoup d'argent. Puis finalement, on se rend compte que on change de conditionnement en plein milieu, mais on a encore un demi-wagon rempli et les problèmes s'enchaînent. Ouais, absolument. Et puis, je sais pas si ça vous parle. Dites-nous dans les commentaires là, hein, si ça vous parle ces sujets-là. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était intéressant ce que tu évoquais. Oui, Le c'est pas surstock parce de sécurité. ah ouais. C'est pas parce que voilà, ça fait partie des dispositifs, hein, le stock de sécurité, le fait d'avoir un stock chez le fournisseur, tout ça sont des leviers de management du risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de rupture pendant 10 ans qu'on n'a pas eu de situation de crise. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, et la principale bouteille qu'on achetait, la bisource a sauté du jour au lendemain, mais on avait une bisource. Et donc résultat, ben, on est passé sur l'autre modèle, le temps de redévelopper une autre bisource. Et en fait, les leviers d'activation du risque s'enclenchent en fait hein, à un moment donné. Hein, le produit, ils arrêtent de le produire, le produit décide de le changer, tu peux plus l'utiliser, le fournisseur met la clé sous la porte. Enfin, il y a un incendie. Exact. C'est vraiment ça. Donc en fait, c'est pas parce que tu consolides ton management du risque, que tu l'anticipes et que tu consolides, que tu vas pas avoir de soucis derrière. En fait, c'est justement une vraie organisation de management du risque résiliente est une approche qui va en fait être exposée au risque régulièrement, mais ça ne va pas impacter le fonctionnement de l'entreprise. C'est ça un vrai management du risque. Et les 10 ans sans rupture, je peux vous assurer que sur un niveau 2 de maturité, on aurait eu des ruptures tous les 2 mois en fait. Donc c'est effectivement un vrai sujet. Du coup, le surstock fait partie des risques fournisseurs. Techniquement, ça dépend en partie de la politique approche. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mais là, on est sur du niveau 2 de maturité, la gestion des stocks. Alors, stock fournisseur, c'est souvent niveau 3 d'ailleurs. Ça nous est souvent arrivé voilà, parce qu'en plus, c'est un levier de réduction des coûts. Si tu permets à ton fournisseur de produire plus parce que ton produit ne se périme pas, il va stocker chez lui, donc ça sera pas chez toi. Il te facturera au fur et à mesure des livraisons. Et ça va te permettre de maîtriser, d'avoir toujours un stock de sécurité qui, si un jour, imaginons, il y a un incendie, si un jour, imaginons, ils arrêtent le produit, ben, tu vas avoir des cycles pour pouvoir te le retourner qui sont beaucoup plus importants. J'avais le cas dans les bouchons où on produisait quasiment nos productions annuelles, c'est-à-dire une dizaine de millions de bouchons quand même, et on stockait chez les fournisseurs, donc c'était intéressant. Donc, Alors, moi, ce qui est... j'ai eu des Ouais, cas comme ça dans l'aéronautique.
Je sais pas si je raconte une longue histoire, si tout le monde va bien m'entendre. Il faut qu'on avance, on est un peu, J'ai mais vas-y, vas-y, vas-y. j'ai eu un cas effectivement fournisseur matière où là ils avaient mis carrément en place une plateforme qui permettait au fournisseur de consulter les consommations de son client, du coup de notre entreprise, directement via cette plateforme. Et en gros, le fournisseur pouvait organiser un petit peu ses réapprovisionnements au fur et à mesure. Et en plus de ça, il y avait été mis en place dans le contrat que le client payait le stock uniquement à la consommation. Donc c'était super intéressant, mais c'était lié à un très très bon effectivement relationnel avec ce fournisseur-là. Le fournisseur était aussi un peu dépendant. Hein. Je pense qu'il y avait une histoire de coûts qui était réellement important. Et j'ai une deuxième histoire, c'est une société dans le Tarn qui fait des panneaux de signalisation, qui a eu vu son activité exploser pendant effectivement que le gouvernement a décidé de passer l'ensemble des nationales à 80. Et en fait, il était super content. Il avait un fournisseur, sauf que son fournisseur, les ouvriers, ils ont bien compris que à fournir de l'aluminium à l'ensemble de l'industrie des panneaux et que cette industrie était en décollage complet par rapport au volume, les ouvriers se sont mis en grève. Et il se trouve que le fournisseur, le client en question, il ne passait que par ce fournisseur, il n'y en avait qu'un seul. Il se tapait dans le dos depuis 20 ans, il n'y avait eu aucune rupture pendant 20 ans. Et là, d'un coup d'un seul, alors que toutes les collectivités passaient des commandes double, triple, multipliées par Ah 10 oui, par rapport à d'habitude, il se retrouvait le bec dans l'eau, hein, comme on dit, sans possibilité d'avoir assez de matière et à devoir bien sûr. essayer effectivement de réexpliquer ses besoins à d'autres fournisseurs. Et là, dans la métallurgie, on est sur des grosses usines, hein, donc on peut pas rentrer et créer sa spécificité du jour au lendemain. Ouais, absolument. J'ai encore une autre anecdote, mais parce que le risque, ça, c'est notre quotidien, hein, la gestion du risque, mais j'en remonterai peut-être plus tard. Super intéressant ce que tu évoques, et finalement, si les achats avaient correctement piloté leurs risques, ils auraient anticipé tout ça depuis longtemps, hein, en réalité, hein, parce que le passage à 80, ça a été voté, etc. C'était quelque chose qui était très long. Ils auraient pu complètement structurer une chaîne d'appro, finalement, de fournisseurs résilients très simplement, et ne pas et réaliser leur croissance dans de bonnes conditions. Donc c'est hyper intéressant. Donc si on passe sur les quatre piliers du métier de la fonction achat, en fait le management du risque c'est vraiment le pilier numéro un de l'obligation de résultat des achats. Pourquoi je dis ça? En fait, si vous êtes bas en maturité, vous avez l'impression que vous achetez pas cher. Hein. Typiquement, les niveaux 2 qui négocient, ils ont l'impression qu'ils achètent au bon prix. Ils sont un petit peu à côté de la plaque. La négociation, c'est 3% de l'optimisation de la performance économique. En réalité, quand tu es niveau 1 et niveau 2, ce que tu veux, c'est avoir la marchandise. Tu veux juste pas que l'entreprise, elle s'arrête. Et donc ça, c'est vraiment les bases du risque, en réalité. Hein, le risque n'a pour finalité que de faire en sorte que la marchandise arrive en temps et heure dans l'entreprise, dans ses fondamentaux. Hein. Je n'intègre pas la dimension de risque plus globale, même si la finalité, c'est ça. Hein, c'est que l'entreprise tourne correctement et qu'on ne se pose pas de questions de est-ce que la marchandise est là, est-ce qu'elle est conforme, etc. Et donc le management du risque est vraiment le pilier numéro un aux achats, surtout sur les niveaux bas de maturité. Quand on vient monter un peu en maturité, on vient intégrer le management de la performance économique. Donc là, on va rentrer dans le niveau 3, les piliers 1 et 2, hein, piloter la performance économique et manager risque, c'est vraiment typique du niveau 3. C'est la fonction achat depuis les années 80. C'est celle qu'on vous a beaucoup appris. Ça dépend des générations. Aujourd'hui, on commence déjà à intégrer la RSE dans les cours achats, mais c'est encore très superficiel. Mais en gros, c'est vraiment la fonction achat telle que mis dans la bibliographie existante, Peter Kralitch, etc. On est vraiment là-dedans. Et aujourd'hui viennent s'ajouter le management de la réponse aux parties prenantes, évidemment, puisqu'en fait, si tu proposes un produit qui ne répond pas aux attentes des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, hein, ça va de la direction passant par les utilisateurs sur une ligne de production jusqu'au consommateur, tu es à côté de la plaque. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien sûr, le management de la RSE, puisque on le sait aujourd'hui, les achats couvrent entre 40 et jusqu'à 90% du chiffre d'affaires, mais aussi de l'impact RSE des entreprises. Donc la fonction achat évolue avec, mais le management du risque reste vraiment l'élément numéro un. Ce qui est rigolo, c'est que le management des parties prenantes, c'est souvent comme quelque chose qui est mis de côté comme étant quasiment la chose la plus difficile
à manager. Mais finalement, on se rend compte que sur notre client final, alors que si on est en B2B, c'est simple. Si on est en B2C, c'est très compliqué. Mais si on est en B2B, on a la possibilité effectivement d'éduquer notre client aux besoins et à la fiabilité du besoin qu'il peut donner, à travailler avec lui pour comprendre sa saisonnalité, ses hausses de cadence, et qui peuvent nous permettre de nous ajuster parfaitement aux besoins du client et éviter de faire des coups des coups de semonce auprès de la prod très très importants au quotidien, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait un peu l'effet papillon, c'est que le client d'un coup va dire j'ai 20% d'augmentation et nous en production on va passer en alerte, on va augmenter la prod de 50%, puis finalement on va produire trop. Enfin c'est des effets papillons qui sont de plus en plus violents plus on est haut, je pense, Ouais, dans le processus de fabrication. ouais, tout à fait. Alors, comment on manage le risque, hein? On va vous donner maintenant la méthode pour manager le risque et on va vous montrer réellement comment faire. On va aller jusqu'à analyser le risque sur une famille d'achats avec l'IA. Vous allez voir vraiment comment ça fonctionne et à quel point ça peut être performant. Évidemment, c'est en accéléré, hein, c'est un live d'une heure, mais vous allez voir, il y a des contenus que vous pourrez regarder tranquillement qui sont plus poussés sur ces sujets-là sur notre chaîne YouTube. Mais en gros, aujourd'hui, je suis niveau 1. Comment je manage mon risque? Je passe en niveau 2. C'est-à-dire, OK, je suis désorganisé. Je vais commencer par m'organiser. D'accord? Donc là, je vais commencer à aller chercher à avoir une vision mensuelle, à planifier mes besoins. D'accord? C'est vraiment passer du niveau 1 au niveau 2. Voilà. C'est vraiment basique. C'est même pas du management du risque en réalité, hein. C'est vraiment de l'organisation. Hein. Faut pas avoir fait maths dessus pour comprendre que si tu planifies pas tes commandes à l'avance sur des fournisseurs qui ont des délais qui peuvent être en mois, tu vas pas recevoir ta marchandise. Pourtant, je peux vous assurer, dites-nous dans les commentaires si c'est des choses que vous connaissez, que vous avez déjà vues, mais ça existe. Quand on est niveau 2, bah, c'est très simple. Il faut passer niveau 3. Niveau 2, j'ai mes appros qui sont plutôt bien gérés, je planifie mes besoins, etc., etc. J'ai du stock de sécurité, ça gère pas mal. Mais je suis souvent exposé en dépendance fournisseur, etc., etc. Ben là, je vais essayer de passer au niveau 3. À partir du niveau 3, on va commencer à parler sérieusement de management du risque, hein. C'est le premier niveau, regardez ici, c'est le premier niveau, on va vraiment manager le risque. Et on va regarder ensemble comment faire. Alors, qu'on soit niveau 3, 4, c'est la même chose, hein, autant manager le risque efficacement. Et si on rentre un petit peu dans le détail, niveau 3, on va vraiment mettre en place des bisources, des contrats pluriannuels, des stocks de sécurité chez le fournisseur et chez nous, etc., etc. On va vraiment tout un dispositif qui déjà réduit beaucoup le risque. Puis quand on va passer niveau 4, on va intégrer vraiment tout le panel des risques potentiels. On va rentrer dans une approche beaucoup plus stratégique. On va en parler juste après. Donc, pour reprendre un petit peu les visions d'analyse de risque, déjà, avoir les bons outils, c'est extrêmement important. Si vos analyses stratégiques n'intègrent pas le risque, d'accord, mais le risque à 360 degrés, ben, vous allez avoir du mal, en fait, à pouvoir l'anticiper et identifier les zones de risque. On va vous montrer comment faire très simplement. Donc, à partir du moment où vous visez quand même une fonction achat d'aujourd'hui, hein, une fonction achat qui manage, qui peut le plus, peut le moins, donc on va vous montrer évidemment une approche niveau 4, qui manage la performance économique, le risque supply chain, la RSE et les parties prenantes, eh bien, on va avoir besoin d'outils qui nous permettent de le faire. Donc, si vous regardez ici, vous avez 4 axes hein, qui composent la matrice stratégique, les enjeux de criticité sur la performance économique et le risque supply chain. Et vous allez retrouver ici les enjeux externes, impact RSE et impact partie prenante. Et donc, naturellement, plus une famille va être en haut à droite, plus elle va être critique sur la performance économique et le risque, plus elle va être critique sur la RSE et les parties prenantes. Donc, une famille qui est ici, typiquement, elle a tout. Donc, autant travailler rapidement dessus. Mais si vous voulez vraiment cibler le risque, vous allez plutôt être sur cet axe-là et vous allez cibler les familles qui sont le plus ici, puisque c'est elles qui vont être les plus risquées, tout simplement. Quand tu commences à coupler du risque avec un gros poids financier, tu rentres dans ce qu'on appelle une approche stratégique. C'est vraiment des familles sur lesquelles il faut travailler, tout simplement. Et au niveau des critères de management du risque, donc on vous a fait un extrait du logiciel et de la méthode Impact 3. Aujourd'hui, il y a des critères en fait qui permettent de manager les risques. Hein. Des Sustainable Materiality Reporting. On va avoir ici, par exemple, vous analysez une famille, imaginons, on va faire un test, hein, juste après, on va vous montrer, une famille bouteille en verre, par exemple, chez Carapelli, qui est l'exemple que j'ai pris. Eh bien, on va avoir certains critères à analyser, comme par exemple la dépendance fournisseur, la criticité pour l'activité, la disponibilité d'alternatives,
les volatilités des prix, les dépendances technologiques. Rappelez-vous tout ce que vous avez dit au début. Tout y est en fait. Obsolescence, propriété intellectuelle, vulnérabilité au changement climatique, accessibilité aux ressources naturelles, exigences environnementales, instabilité géopolitique, dépendance géographique et logistique. Si vous réfléchissez un petit peu, tout ce que vous avez dit au début de ce live est dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez décocher si c'est pas intéressant, s'il y a certains sujets qui ne sont pas pertinents, et surtout, vous pouvez rajouter des critères qui sont propres à votre activité ou qui manqueraient dans, on va dire, dans le référentiel standard de management du risque. Tu as des commentaires, Sébastien? Tu veux dire quelque chose en particulier ou c'est bon, on continue? Niveau 2. L'outil est exceptionnel parce que là, pour le coup, ça nous permet de pouvoir définir l'ensemble des risques que l'on a. Ce qui peut être très intéressant, de toute façon, c'est de commencer à pouvoir intégrer des parties prenantes, les fameuses qui nous posent toujours un peu problème et que l'on rechigne à aller chercher, à aller mobiliser. Et là, en fait, on peut faire un travail collectif sur ce genre d'outils avec justement, chacun peut donner son risque et puis derrière, ça nous permet de, Ouais, ça. en fait, que tout le monde se sente impliqué et ça peut être très intéressant. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que est-ce qu'on est des spécialistes du management du risque concrètement? Est-ce que alors surtout, imagine tu sors d'études, tu démarres sur un portefeuille achat et tu es censé étudier le risque. Et là, tu es censé avoir tout ça en tête, tu es censé savoir exactement, etc. C'est très compliqué. Et on vit une époque assez formidable où aujourd'hui, l'IA nous permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus rigoureuse dans l'approche du risque et dans son analyse. Et on va vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez voir à quel point c'est puissant. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, là où un acheteur qui est souvent croule sous le travail, attends, je vais enlever la bannière, tac, croule sous le travail et il n'y a pas le temps de faire des analyses de risque poussées. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut vraiment pousser beaucoup plus loin les niveaux d'analyse, identifier les risques qu'on n'aurait même pas imaginé sans l'IA. Et quel que soit notre niveau de, on va dire, d'ancienneté, d'expertise sur le management du risque. Évidemment, plus on va avoir d'expérience, plus on va bien driver l'IA. Mais même avec peu d'expérience, en suivant une approche méthodologique, en suivant des critères et en se laissant guider par l'IA et en la challengeant évidemment, on arrive à des résultats qui sont assez bluffants. On va aller faire un test en live, très simplement. Ouais. Surtout dans la formalisation. Parce que ce qu'on Ouais. disait sur les parties prenantes, c'est qu'elles peuvent nous donner des très bonnes idées. De toute façon, globalement, il y a quasiment aucune chance pour que l'acheteur arrive à identifier tous les risques seul. Il y a toujours une personne qui connaît un problème avec un fournisseur, un problème de relationnel. Et l'IA, en fait, nous permet d'éclaircir tout ça. Plus on va lui donner l'information, plus elle va être en capacité derrière de vous rédiger un plan de gestion du risque complet. Et même si à un moment donné, vous faites une analyse de risque tous les 4 ou 5 ans dans votre entreprise qu'on vous déconseille, eh bien en fait, elle sera géniale pour vous aider à vous remettre le pied à l'étrier assez rapidement. C'est ça. Imaginons que je travaille chez Carapelli et que je veux faire une analyse des bouteilles en verre chez Carapelli. Donc Carapelli vend des huiles d'olive principalement. Les bouteilles en verre, ça conditionne 100% de leurs produits. Donc si je veux analyser le risque chez Carapelli, quand je veux étudier ma dépendance fournisseur, effectivement, je peux ne pas utiliser l'IA en regardant en détail les explications, les axes d'évaluation, les enjeux et les impacts sur le développement durable. Mais je peux aussi aujourd'hui utiliser l'IA. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser l'IA directement. Donc vous avez plusieurs choix. On a en général 3 choix d'IA. Vous pouvez utiliser Copilot, notre IA locale qui est de plus en plus performante. Et puis là, pour on va dire pour la présentation du webinaire, on va utiliser l'IA la plus performante au monde, qui est ChatGPT. Donc on a des GPT qui sont spécialisés, qui ont intégré un prompt. Pour vous donner un ordre d'idée, notre IA locale aujourd'hui, on va être sur une performance à, disons, 5 sur 10. Copilot, on va être sur du 7 sur 10 à peu près. Et ChatGPT, on serait sur 10 sur 10. C'est vraiment le référentiel. Donc là maintenant, on va faire une analyse de risque sur la famille bouteille en verre. Je vais aller prendre un prompt. Alors j'espère tout à l'heure ça buguait un petit peu. Je pense qu'il y a des petits soucis Ça bug beaucoup de mon côté. de bande passante. Je sais pas si. J'espère Je que sais vous pas. recevez tous bien. Normalement, ça a l'air d'aller. On va voir.
C'est bon, ouais. Dites-nous dans les commentaires hein, si tout va bien. En tout cas, pour ma part, ça a l'air d'aller. Donc, Marguerite, je l'enclenche. Et donc, vous voyez, Marguerite, pour l'analyse des risques, vous voyez ici, vous retrouvez les SNR, d'accord, R1 à R12. Eh bien, elle va me demander certaines informations, d'accord, pour pouvoir m'aider à analyser mon risque. Donc là, le premier critère, c'est le SNR R1, dépendance fournisseur. Donc, je lui ai fait un petit brief pour qu'elle puisse travailler dans le cadre du live. Je lui donne les informations, vous voyez ici, et elle va me faire une analyse de risque sur la famille bouteille en verre pour l'entreprise Carapelli, tout simplement. Carapelli, pour ceux que c'est juste un cas. Hein, on va le temps qu'elle fasse son analyse. Voilà, bon, ça y est, elle On peut démarre. regarder les informations qu'on lui a données, peut-être, Oui, oui, on peut regarder. Ouais. prendre un Je peu lui ai plus dit de donc, contexte. c'est juste un petit brief hein, pour le cas webinar. On remplit beaucoup plus les informations en général. Mais en gros, je lui ai dit l'entreprise c'est Carapelli, le site web le voilà. Le budget c'est 40 millions d'euros, le budget achat global. Les catégories principales c'est huile d'olive 1%, bouteille 12%, étiquette 6, bouchon 5. Le sujet analysé c'est les bouteilles en verre. La catégorie d'achat c'est les packaging. Toutes les bouteilles utilisent des produits finis. Je souhaite que tu étudies toutes les références de bouteilles. Et concernant les fournisseurs, c'est un fournisseur unique. On est sur des contrats annuels et on n'a pas la propriété des plans puisqu'on a développé des plans sur mesure. Et là, vous voyez, il analyse ma dépendance fournisseur. Donc, elle analyse, parce que c'est Marguerite. Voilà. Et là, elle me fait son analyse. Elle me dit que j'ai un risque élevé parce que j'ai un fournisseur unique. Elle me demande si j'ai fait des évaluations régulières de la solidité financière du fournisseur. Donc là, je peux lui dire, non, je n'ai pas fait d'analyse. Et du coup, je vais la faire. Je vais faire mon analyse de risque sur ce fournisseur. Des éléments récents, scorecard, etc. Je n'ai pas fait d'analyse. Je n'ai aucun élément. Ensuite, existe-t-il d'autres fournisseurs potentiels en cas de rupture? Donc, pas d'autres fournisseurs. Voilà, je fais court. Pas d'autres fournisseurs. Voilà. Donc là, je vais lui envoyer. Donc là, elle continue de travailler d'ailleurs. Là, je vais lui répondre. Et elle va me faire un ajustement du risque. Donc là, on peut travailler pendant peut-être 5-10 minutes hein, sur chaque critère. Ça peut paraître long, mais quand tu parles de familles d'achat qui représentent 10 ou 15 millions d'euros d'achat, et ben en fait, c'est très utile de faire cette analyse. Donc, vous voyez, là, elle me confirme que selon elle, la note de risque est à 9 sur 10 et elle me donne un récapitulatif de son analyse. Donc, effectivement, fournisseur unique, aucune analyse régulière de la performance de l'entreprise, aucune alternative, un verrou technique puisque les plans sont détenus par le fournisseur. J'ai un contrat annuel, j'ai peu d'éléments de pilotage stratégique. Donc là, elle me confirme un niveau de risque assez élevé. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir copier ça et l'intégrer, hop, ici, dans ma notation. Donc là, elle me met 9, je mets 9. Et là, je mets le commentaire, voilà, de ma notation directement ici. Et si j'ai des documents qui peuvent m'aider à justifier de ma dépendance fournisseur, je peux les intégrer dans l'outil. Et en fait, derrière, je vais faire la même chose pour tous les critères. Et ça va me permettre, en fait, tout simplement, d'avoir une analyse de risque complète. Vous voyez ici, hop, bouteille en verre. On voit ici que c'est une famille management du développement durable avec un indice développement durable de 8828 sur 10 000, donc c'est très important. C'est une famille stratégique à impact externe prioritaire avec un impact performance économique de 9,4 et là, regardez, le risque est à 9. C'est énorme. C'est la synthèse de tous les SMR. Hein. Là, c'est un hasard s'il y en a mis 2 fois 9. Criticité RSE 8 et partie prenante 9. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir derrière, tout simplement, intégrer l'analyse du risque dans vos analyses stratégiques, d'ailleurs, et derrière, définir des plans d'action, tout simplement, d'accord, en intégrant la dimension du risque. Et ce qui est Est-ce que intéressant, ça... c'est qu'on a toute Ouais, une traçabilité. oui, On oui. a toute une Et... traçabilité de notre analyse avec des commentaires du pourquoi, comment on a défini une note. Hein. On essaie de sortir de ce qu'on a pu connaître à l'école où on mettait des notes au jugé. Donc là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus poussé. Ça a Ouais. beaucoup plus de valeur que ça soit pour vous, en interne auprès de votre direction, que ça soit pour les clients finaux de l'entreprise, parce que si à un moment donné, vous êtes audité sur votre gestion du risque, vous allez pouvoir avoir tout un dispositif en place, avec un process en place. Et ça change tout, hein, parce que historiquement, en fait, on se rend compte que on n'a jamais vu en fait d'outils en capacité d'aller plus loin que de mettre une note.
C'est Ouais. complètement bête, hein, mais aujourd'hui, mettre une note sans savoir pourquoi on a mis une note, et quand on revient dessus parce qu'on veut retravailler l'analyse de risque, eh bien, en fait, on voit tout l'historique qui a été fait, pourquoi on l'a défini comme ça, Mm. et on peut partir sur des bases qui sont formalisées, en fait. Si on n'a pas de base formalisée, sur Excel, c'est très compliqué à faire, sur un Word, très compliqué à faire. Là, aujourd'hui, seul un outil comme ce qu'on vous propose est en capacité, effectivement, de vous apporter une aussi belle traçabilité de votre analyse de risque. Ouais, tout à fait. Alors après, au-delà de l'outil, dans la présentation, vous avez les critères, vous pouvez les utiliser évidemment de votre côté, juste pour vous aider, hein, même sans avoir accès, sans être formé, sans avoir accès au logiciel. C'est déjà intéressant dans la réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin dans une vision complète d'analyse stratégique qui intègre tout, vous avez une vidéo que je vous ai mis dans la présentation, elle dure 10 minutes, vous allez voir en termes de structuration de stratégie, c'est incroyable. Voilà. Alors comment on réduit le risque justement? Comment on réduit le risque? Alors je regarde le timing, on est un peu serré, on va continuer à avancer. Comment on réduit le risque? Ben, c'est assez simple hein, en réalité. Imaginons, vous avez ici la matrice hein, qu'on a vue tout à l'heure. Imaginons que la position, si on reste sur la bouteille en verre, était là avant optimisation du risque, mais pas que du risque en réalité, hein, avant optimisation tout court de la famille. Ben, l'objectif, c'est tout simplement de venir réduire le risque, hein, réduire les impacts sur la performance économique, c'est-à-dire améliorer la performance économique, réduire les impacts RSE et améliorer la réponse aux parties prenantes. On va vers le sens hein, de ramener la famille le plus vers là possible. Finalement, c'est ça notre boulot, hein. C'est réduire les contraintes internes et externes. Eh bien, avant, après, eh bien, il y a un processus que vous avez ici, qui est l'entonnoir de gestion de projet, qui vous permet tout simplement de réaliser un état des lieux dans lequel vous allez identifier les leviers activables sur votre famille d'achat, dont les leviers de management du risque. Il y a 4 axes pour la mission de la fonction achat. Il y a 4 types de leviers qu'on peut activer pour aller optimiser une famille. Et on va le regarder en live tout simplement. Vous avez ici, on va rester sur les bouteilles en verre qu'on vient d'analyser. Mais vous voyez, vous avez des leviers de management de la performance économique. Vous retrouvez les appels d'offres, plein de choses en fait en réalité pour aller améliorer la performance économique. Et vous avez des leviers de management du risque. Multisourcing, contrat pluriannuel, alliance stratégique, conception pensée pour le risque, stock de sécurité, rappelez-vous tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, clause de sécurisation contractuelle, requalification du fournisseur de secours, design for sourcing, etc. etc. On a énormément de leviers, continuité technologique, innovation, etc. Alerte géopolitique, il y a tous ces leviers-là qui vont nous permettre de réduire notre risque sur la famille. Et en fait, encore une fois, vous avez ici une IA, vous avez en l'occurrence Albert ici, je vous montre, là j'ai que l'IA locale qui est accessible. Vous avez Albert qui va vous permettre en fait d'étudier complètement les leviers que vous pouvez activer pour réduire votre risque. Alors encore une fois, il ne fait pas le boulot à votre place, il vient vous poser certaines questions qui pourraient dire ah peut-être qu'on pourrait revoir la conception. Donc là, conception pour le risque, on va être sur le fait de repenser le produit parce qu'on l'a pensé de manière à ce qu'il nous entraîne du risque. On parlait de la bouteille avec des plans qui sont des bouteilles sur mesure et des plans qu'on ne possède pas. On n'a pas conçu la bouteille pour manager le risque. Si on avait gardé la propriété des plans, on aurait pu travailler avec un fournisseur, un verrier, mais aussi un autre, si on prend l'exemple de la bouteille en verre. Voilà, c'est juste un cas. Donc, vous allez pouvoir activer différents leviers de management du risque qui vont venir réduire le risque. Pareil pour la RSE, pareil pour les parties prenantes. Et là, vous avez à chaque fois des IA qui viennent vous aider à manager ça. Et si on prend, par exemple, les leviers de management du risque, vous avez ici, par exemple, contrat pluriannuel et mise en place de bisources, vous allez pouvoir rentrer le niveau de priorité du levier et l'impact qu'il a sur la position stratégique de la famille. Et ça vous permet, si on prend par exemple les bouteilles en verre ici, d'avoir une vision précise avant-après projet. Si on reste sur le risque, vous avez ici 2 leviers activés, contrat pluriannuel et multisourcing. On estime que ça réduit de 35% notre risque. On passe de 9 à 5,9. Voilà comment on va pouvoir piloter le risque et en même temps, tout simplement faire notre boulot et avoir des KPI, hein, des KPI de management de la performance économique. On voit 5,7 millions d'économies sur les 4 leviers là. On va avoir une réduction du risque de 35%. Pareil pour les impacts RSE, 3200 tonnes de CO2. Et pareil pour les parties prenantes ici. On voit qu'on a réduit les impacts sur les parties prenantes. Ce qui vous permet derrière d'avoir vraiment piloté votre risque de manière stratégique dans votre projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne plus avoir, vous voyez ici, vous avez les leviers de management du risque, qu'on arrive à ne plus avoir
finalement, d'avoir en tout cas fait le maximum pour ne pas être impacté par les risques qui pourraient se présenter, tout simplement, qui pourraient s'activer. Voilà. Ce qui est intéressant là, avec ces fonctionnalités qu'on vous propose, c'est comment vous avez un support et qui se fait assez facilement en fait. C'est un peu notre copilote qu'on peut mettre dans le sac à dos. Il prend pas trop de place, il ne prend pas trop de temps et on peut le faire à chaque fois. À Ouais. chaque fois que finalement on va former un service achat, on se rend compte que le management du risque, tout le monde l'a en tête. Beaucoup de situations et beaucoup de leviers activés sont activés par mémoire, par la mémoire de l'acheteur et par son expérience. Donc, il sait que potentiellement il a des problèmes. Il active des éléments, mais il ne formalise rien. Il note rien, il établit rien du tout, finalement. Et donc, en fait, il capitalise jamais sur ce qu'il a pu faire précédemment pour améliorer son projet quand il y revient, admettons, dans 2 ou 3 ans. Là, effectivement, vous avez vraiment un outil qui vous permet d'avoir sur chacun de vos projets, qui soit très stratégique ou pas, un historique de tout ce qui est fait pour optimiser la famille et de tous les leviers que vous avez activés. Et c'est super intéressant parce qu'on voit aussi des services achats qui font tourner les familles entre les acheteurs. Donc voilà, pour qu'il y ait un peu de nouveauté. Et en fait, on se rend compte qu'on va chercher à faire tourner les familles entre les acheteurs parce que on sait qu'on va avoir des acheteurs qui vont être plus forts que certains sur la gestion du risque, plus forts que certains sur l'optimisation de la performance économique. Mais finalement, on ne sait pas vraiment sur quoi on se base. Tandis que là, effectivement, on a des outils qui nous permettent d'évaluer qu'est-ce qui a été bossé le plus. Est-ce que c'est la perco économique? Est-ce que c'est le management du risque? Est-ce que c'est les parties prenantes? Est-ce que c'est l'intégration de la RSE? Donc tout ça, en Oui. fait, on va pouvoir le mesurer. Et quand on est manager, en plus, là, c'est absolument génial. Là. Bah, Vraiment si on super beau. prend, tout à fait, si on prend les bouteilles en verre, vous avez ici, au niveau de l'analyse stratégique, vous voyez, on peut faire apparaître les travaux qui ont été effectués. Et donc, par exemple, si demain on me demande, est-ce que tu as optimisé le risque sur ta famille bouteille en verre, imaginons que je sois Paul Mescal, bah, effectivement, je vais pouvoir dire oui, oui, j'ai déjà mené un projet qui m'a permis de réduire le risque sur ma famille bouteille en verre. Et donc, le manager va le voir tout de suite sans même poser la question. Mais il va pouvoir aussi voir ce qu'on a fait sur la performance économique, sur la RSE, sur les parties prenantes. On va avoir une vision très précise de KPI qui permettent de savoir exactement ce qui a été fait. Et si on veut rentrer dans le détail, imaginons qu'on me dit mais qu'est-ce que tu as fait pour manager les risques? Eh bien tout simplement, je vais pouvoir aller sur ma fiche synthèse projet, sur bouteille en verre, et je vais pouvoir ici rentrer dans le détail de ce qui a été effectué sur le risque. Ouais, j'ai mis en place des contrats pluriannuels et j'ai mis en place une bisource. C'est juste un exemple. En temps réel, on en mettrait Et beaucoup plus en place. Ouais. encore une fois, on peut créer nos propres critères Oui. de risque, les définir avec notre propre wording entreprise. Et c'est comme ça, des fois, qu'on va se rendre compte, ah bah tiens, tu as une super bonne idée sur tel sujet, ça tombe bien sur ma famille qui est complètement différente, mais sur lequel ton critère et ton levier s'appliquent, bah, je vais l'utiliser moi aussi. Mais tout ça, en fait, c'est un retour d'expérience que l'on peut utiliser parce qu'on l'a formalisé quelque part. Et aujourd'hui, à part un Excel, et sur un Excel, c'est très compliqué, même si moi je suis un pro du data management et d'Excel, faire un fichier collaboratif sur la gestion des risques et des très bonnes idées que les uns ou les autres ont pu avoir sur de l'activation de certains leviers, euh, c'est quasiment impossible de capitaliser là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Et effectivement, tout ça va remonter derrière dans, je vais vous montrer peut-être tableau de bord, ça peut être utile, tout l'écran, hop, voilà. Tu vois mon écran là, Sébastien? Je Le vois le fichier tableau de bord. Excel? Ouais. Oui. Bah, effectivement, tout ça va remonter en fait dans tous les KPI vont remonter dans vos tableaux de bord et vous serez capable de dire en telle année on payait tant et on avait tel niveau de risque sur la famille, si on reste dans les bouteilles en verre, sur la famille bouteilles en verre, on avait tant de risques à ce niveau-là, tel prix unitaire, tel impact CO2 et on va être capable vraiment d'avoir une vision très macro, très pilotée. Il faut savoir que ça va être intégré au logiciel à partir de, on espère, à la rentrée de septembre. Vous allez pouvoir vraiment piloter tout en un seul endroit, même si vous l'avez vu, c'est déjà en fait complètement, je repartage la présentation, complètement intégré.
Et ça vous permet vraiment de piloter ça de manière extrêmement efficace et d'avoir une traçabilité totale. Vous êtes en fait, entre guillemets, prêt à tout moment à répondre sur votre obligation de résultat, mais aussi sur l'obligation de moyens, finalement, liée à votre activité. Et donc, sur le pilotage du risque, si demain on va vous challenger sur le pilotage du risque, vous êtes capable de dire, bah oui, j'ai réalisé une analyse de risque en amont au niveau de ma stratégie, j'ai activé des leviers de management du risque sur mes familles, voilà comment j'ai réduit mon risque, voilà à quel niveau j'estime avoir réduit mon risque, et voilà. Et en fait, vous êtes complètement dans ce qui est attendu de vous. Et la finalité, c'est quoi? Bah, c'est que logiquement, vous avez une supply chain qui est beaucoup plus sujette à résister en cas de problème de la part des marchés fournisseurs, quels qu'ils soient. Vous avez toujours des solutions de backup et en général, les différents dispositifs, les différents leviers activés vous permettent tout simplement de supprimer votre risque. Je me suis permis de sortir un projet que certains d'entre vous connaissent bien. En général, on le présente, c'est un projet bouteille en verre, c'est pour ça que je l'ai utilisé, puisque on a utilisé cet exemple-là dans ce live. En fait, à l'issue d'un projet dans lequel on a activé un certain nombre de leviers, de performance économique, de risque, de réduction des impacts RSE et d'amélioration des parties prenantes. On voit ici les réductions d'impact environnemental, les gains financiers. Mais ce qu'il faut comprendre, on le voit, je crois, à un moment donné. Non, je ne l'ai pas mis ici. Mais en fait, on a également managé le risque. C'est-à-dire qu'on a récupéré les plans, notamment des bouteilles qui étaient sur mesure. On a récupéré les plans et on a développé des moules chez plusieurs verriers. On a mis en place des stocks de sécurité. On a mis en place des contrats pluriannuels avec formularisation de prix. Et en fait, rien que ces leviers-là, par exemple, nous ont permis vraiment d'être hyper sereins sur l'évolution des prix. En cas de défaillance, on a eu un incendie. Je crois que c'était en 2017 ou 2018, on a eu un incendie chez notre principal fournisseur. Tout de suite, hop, la solution secondaire a pris le relais. Et on n'a pas eu de rupture pendant de très nombreuses années. Donc, vous voyez, il y a une finalité quand même dans les résultats, dans l'approche. Vous partez d'une approche stratégique, vous allez sur de l'opérationnel et les résultats sortent des projets et notamment du management du risque, tout simplement. On va pouvoir conclure. Sébastien, est-ce que tu veux... Je te laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on vous a présenté, on se rend compte que dans le management du risque, une des problématiques clés, c'est de ne pas être trop dépendant de son fournisseur et finalement d'avoir une bisource. Si on devait parler vraiment management de risque, je pense que on se rend compte que là, on a les meilleurs leviers activables à partir du moment où on fait un vrai travail de bisource et de vérification de ce que le fournisseur est en réelle capacité de fournir, que ça soit techniquement, en qualité et en quantité. Voilà. Et derrière, effectivement, pouvoir formaliser tout ça sur un superbe outil va nous aider en fait, à capitaliser encore et encore sur les problématiques rencontrées au fur et à mesure, et on va s'améliorer. En fait, aujourd'hui, Oui. je pense que même ça serait très drôle de voir comment une écurie de Formule 1, par exemple, capitalise sur l'ensemble des problèmes qu'ils ont vécus, mais on se rend compte qu'ils doivent avoir une bible monstrueuse avec des super outils pour enregistrer tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, comment ils les ont résolus, et avec des petites cases qui peuvent réactiver à tout moment pour pouvoir gérer un nouveau problème qui viendrait survenir. Voilà. Ouais, tout à Mais fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, le management du risque déjà ne démarre qu'à partir du niveau 3 de maturité. En dessous, on parle de s'organiser. D'accord? C'est quand même un élément important d'avoir en tête. Ne pensez pas qu'en planifiant vos besoins, vous managez votre risque. C'est n'importe quoi. C'est de l'organisation, c'est des approvisionnements. Ensuite, si on veut rentrer dans une vraie démarche de management du risque, c'est une démarche méthodologique qui se retrouve à deux niveaux. Dès la stratégie, comme on l'a vu, on a utilisé Marguerite tout à l'heure, on a vu qu'elle nous permettait d'avoir une analyse pour identifier le niveau de risque, la criticité pour l'entreprise. Et ensuite, on va le retrouver dans les projets, on va activer les leviers de management du risque qui vont nous permettre de réduire notre risque. Et il faut savoir que cette approche-là fait partie intégrante de notre obligation de résultat. Le management du risque est une attente de résultat de la part des directions achats, des directions générales quand elles font appel à un service achat. Eh bien, ça fait partie de notre obligation de résultat. On a une obligation d'y répondre. Imaginez créer un service achat et vous retrouvez constamment en rupture. La direction générale ne va pas être contente. C'est vraiment la base.
Et ensuite, on va chercher la performance économique. Et ensuite, on va répondre aux attentes des parties prenantes. Et ensuite, on va vraiment aller chercher la dimension RSE. Alors, vous l'avez vu, ça se fait en une fois, mais c'est très important de l'avoir en tête. C'est une démarche méthodologique, stratégique et projet. Et aujourd'hui, elle est accessible à tous grâce à des éléments. Par exemple, nous, on bosse depuis 20 ans. J'ai pas dit, mais on est ceux qui nous connaissent peu, nous sommes centre d'innovation, on est C2I, fait partie de la French Tech, la communauté du coq vert. On développe en fait des innovations qui sont évolutives. On ne réinvente pas les choses, on fait évoluer. J'ai oublié le terme évidemment, le terme d'innovation incrémentale. Merci. Je me réponds à moi-même. Tu sais. Des innovations incrémentales, c'est pas mal quand même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, bon, bref. Et donc, effectivement, c'est de l'innovation incrémentale qui permet aujourd'hui aux acheteurs, là où avant tu sortais d'études avec un caillou et un couteau, là aujourd'hui, tu sors avec des possibilités d'avoir des approches très structurées, des IA qui viennent t'aider. Et comme par hasard, tu vas 20 fois plus vite dans ton analyse de risque. Tu es beaucoup plus performant. Et n'oubliez pas, l'IA, c'est vraiment un compagnon. On travaille avec l'IA. C'est pas l'IA qui travaille pour nous. C'est vraiment, on travaille avec l'IA, elle nous permet d'aller plus vite, d'avoir une meilleure analyse, d'aller plus loin, etc. Donc c'est quand même important, de se le rappeler. Oui. Après, Écoutez, le seul lien sur lequel vous n'allez pas pouvoir agir, c'est le niveau de maturité finalement de votre entreprise et des différentes parties prenantes de l'entreprise. Parce que en fait, toute gestion du risque, même réalisée de manière méthodologique, finalement, moi je le dis, franchement, je crois qu'on le voit jamais, une analyse de risque vraiment méthodologique et qui dure dans le temps. Souvent, on a des one-shots comme ça qui sont menés par les services achats ou des acheteurs. Mais au bout d'un an ou deux, on passe un peu à autre chose et puis on y revient dans deux, trois ans après. Voilà. ouais. Mais il faut pas oublier que toute méthodologie nécessite de la flexibilité parce que potentiellement le marché ou les fournisseurs vont pas forcément répondre comme vous avez envie, aussi bien que vous avez envie, aussi bien que vous l'avez espéré dans votre analyse de risque. En face de ça, on s'adapte en fonction de ce qui passe pas, ce qui passe plus. Et effectivement, on doit accepter que même si on met tous les risques bout à bout et que l'on met en place une mesure et un plan d'action à chaque fois, on va avoir des risques qui vont survenir, donc on va devoir accepter finalement un certain niveau de risque. Parce que même si on a une bisource, si on a notre fournisseur principal qui brûle, va falloir accepter que notre fournisseur secondaire soit seul pendant peut-être 1 ou 2 ans. Et qu'on va prendre un risque là-dessus, mais on le sait. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent évoluer. Et en fait, l'acheteur, pour bien vivre son risque, va devoir avoir une certaine flexibilité, mais qui devrait être comprise par l'entreprise. Ouais, tout à fait. Je vais rebondir la LinkedIn User, le fameux, qui nous dit à partir de quand peut-on parler de bisource, s'il vous plaît, une répartition 80-20 des appros sur 2 fournisseurs, par exemple? Oui, tout à fait. 2 fournisseurs, évidemment, qui proposent le même produit, le même article. Le même article. Donc ça, c'est un premier point. Le risque du management des achats est-il mesurable? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Euh, mais effectivement, comme tu as pu le voir, si on va sur projet, en fait, aujourd'hui, on est capable vraiment, effectivement, d'estimer la réduction du risque. Ici, on estime à 35%. C'est juste un exemple, évidemment. Mais vous pouvez estimer la réduction du risque en fonction des leviers que vous activez. Certains diront que c'est subjectif. Aujourd'hui, tout est à peu près subjectif, si ce n'est les économies qu'on réalise qui sont des éléments, on va dire, mesurables. Tout le reste est très subjectif. Donc, plus vous allez cumuler les leviers, vous allez estimer les impacts des leviers sur votre performance économique, votre risque, vos impacts RSE. Là, on peut aussi mesurer les impacts RSE, évidemment, en tonnes de CO2, par exemple. Mais ça va vous permettre d'avoir une analyse et des KPI très précis sur votre management du risque. Donc là, effectivement, je pense qu'on est bon. Le management par l'IA, non. En fait, l'IA, on ne manage pas par l'IA. On est soutenu par l'IA. On vient agrandir nos capacités grâce à l'IA, comme on l'a expliqué sur les lives précédents. Un service achat en dessous d'un niveau 3 de maturité ne va pas utiliser l'IA au-delà de m'aider à faire des négos et rédiger mes mails. Dès qu'on passe sur des niveaux supérieurs, là, on va vraiment utiliser l'IA comme vous venez de le voir. Christophe, Oui, bien sûr que... l'IA, il faut la nourrir. De toute façon, si vous avez un très faible niveau de maturité et que vous avez vous avez que 2 leviers en tête, l'IA va pas faire de miracle. Non. Il Non, faut non, être elle peut créatif quand aider. même.
Elle peut faire l'illusion, on va dire. Elle peut faire l'illusion. Voilà. Elle peut faire l'illusion, mais pas longtemps. Ça marche pas bien. On peut faire semblant, mais ça, il y a des gens qui adorent faire semblant. Tant mieux pour eux. Moi, nous, on parle vraiment de structurer les moyens et d'aller chercher les résultats. Christophe, effectivement, en général, c'est quand même mieux de former les équipes achats. On a notre white belt. Il faut savoir qu'on est leader dans la formation des services achats en France aujourd'hui. Avec notre formation white belt, on forme énormément d'acheteurs. L'année dernière, 800 personnes quand même. Ouais, on forme les services achats. Et effectivement, on utilise l'outil pour faire les cas pratiques. On n'est pas obligé de garder l'outil derrière. C'est vrai que c'est quand même extrêmement efficace, mais ça, c'est vraiment un choix. Effectivement, un manager seul peut utiliser l'outil puisqu'il y a énormément de blocs qui peuvent être utiles pour l'excellence opérationnelle, la stratégie, la politique. Donc, effectivement, on peut l'utiliser de manière individuelle. Comment mettre en place un biais-source lorsque les budgets achats sont très faibles en environnement PME? Muriel, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut savoir amener une démarche méthodologique dès l'approche politique, puis sur la stratégie, puis sur les projets. Effectivement, souvent mettre en place une bisource. Alors, quand tu mets en place une bisource, juste une bisource à l'issue d'un appel d'offres et que tu as activé très peu de leviers, souvent, effectivement, ça va entraîner un surcoût au global. Mais quand tu viens activer, nous, ça nous arrivait d'activer jusqu'à 40 leviers de performance économique, si tu veux. Du coup, le fait de mettre en place une bisource, par rapport à la situation d'avant, tu fais quand même des économies. Et tu vas, entre guillemets, investir sur un second fournisseur en bisource pour mieux manager ton risque. Et en gros, tu choisis le juste équilibre. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas négociable, c'est le management du risque. Donc, en fait, au global, tu vas faire quand même des économies. D'accord, parce que tu as activé énormément de leviers de performance économique, dont certains qui vont te permettre de réduire ton risque. Donc, tu n'as plus à le vendre parce qu'en fait, c'est plus une question de budget achat. Là, il faut que tu élèves vraiment dans ton analyse ça, parce qu'aujourd'hui, souvent, les surcoûts liés à des bisources, c'est juste qu'on n'a pas activé assez de leviers, qu'on n'a pas rentré en profondeur dans les optimisations, et on se retrouve à aller voir le directeur en disant ouais, j'ai fait un appel d'offres, j'ai un fournisseur qui est pas cher, un fournisseur qui est plus cher, je vais en mettre deux ensemble, mais ça coûte plus cher. Ah ben non, et là, tu te retrouves dans la panade. Donc, et puis les budgets achats faibles, c'est pas un problème. Hein. Le budget achat faible, c'est un problème que si les fournisseurs que l'on met en face, à qui on explique qu'ils vont travailler à deux, nous disent ça ne va pas. Mais en fait, il faut pas se dire j'ai des budgets faibles, du coup j'y vais pas. Il faut y aller. Et après, si les fournisseurs ne veulent pas y aller, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir découvrir et connaître le mode de fonctionnement de différents fournisseurs, et ça va même derrière pouvoir vous aider à potentiellement revoir votre besoin, retravailler votre besoin pour le simplifier et faire en sorte qu'il ne soit pas dépendant d'une technique particulière mise en œuvre par un fournisseur. Après, dans le cas où vous êtes sur un sujet extrêmement technique, bon, voilà, de toute façon, ça passe par de la sécurisation contractuelle, parce que potentiellement, si c'est très technique, vous avez eu des gros frais de développement avec le fournisseur. Et il faut effectivement que ces frais de développement soient mis contractuellement en jeu si effectivement votre fournisseur numéro 1 décide du jour au lendemain d'augmenter ses prix par deux, etc. Ouais, tout à fait. Merci à tous. Sébastien, je te propose qu'on arrête là pour ce premier live de la journée, puisqu'on en a un autre à 14h, mais pas sur LinkedIn. Merci à tous. Pour votre présence, pour votre participation. On espère que le management du risque n'a plus trop de secrets pour vous, que vous avez compris les mécaniques à mettre en place, de télécharger la présentation, tout ce qui est dessus, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un logiciel, pas forcément besoin d'avoir des IA. Déjà, rien que la mécanique de comprendre comment ça fonctionne, c'est normalement un pas en avant très important, et on espère que ça vous aidera à trouver la voie. Évidemment, si vous souhaitez passer sur des niveaux vraiment d'expertise dans le management du risque, mais vous l'avez vu, pas que, RSE, data management, etc., IA, rejoignez-nous tout simplement. Vous allez sur notre site internet, vous verrez, c'est très simple ce que l'on fait, et il est probable que ça puisse vous aider vraiment à avoir une nouvelle approche de la fonction achat, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus structurée pour aller plus loin. Merci Christophe, et puis au plaisir de se rencontrer bientôt. Merci Fabien, merci Muriel, merci Geoffroy, merci LinkedIn User. Merci Nicolas. N'hésite pas à dire qui es-tu LinkedIn User, ton nom, prénom. Merci Nicolas, merci tout le monde
pour votre participation. Et puis à très bientôt. Sébastien, je te retrouve au bureau dans quelques heures. À tout à l'heure. Ça marche, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.